française. Ma thèse en 180 secondes. On va commencer maintenant. Ainsi, je demande à toutes et à tous qui sont autour du stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de bien vouloir s'asseoir. Est-ce que nos collègues, d'ailleurs, qui sont de l'agroalimentaire, qui ont des choses très importantes à se dire, mais est-ce qu'ils peuvent le faire juste à côté du stand? On en serait très reconnaissant. Ici, au stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, on lance ma thèse en 180 secondes et c'est avec grand plaisir que j'invite Anne-Marie Attenberger, membre correspondant honoraire de l'Académie de l'agriculture française, à me rejoindre. Bonjour. Et pour celles et ceux qui sont là, on l'applaudit, on la remercie. Anne-Marie Attenberger est là. Super, j'adore votre enthousiasme. La recherche, c'est plus important que l'agroalimentaire. Non, ça, c'est une blague. Mais on la remercie d'être avec nous. Alors, l'Académie de l'agriculture française, je vais vous laisser la présenter. Et le travail de recherche que vous faites avec les étudiants et avec les ensuite docteurs. Merci d'être là. Je vous donne le micro. Alors, vous avez peut-être plus que 180 secondes, par contre, si je comprends bien. On va essayer, alors, simplement. Bon, merci beaucoup de nous avoir invités, l'Académie d'agriculture, sur ce beau stand de... Oui. Sur ce beau stand du ministère de l'Agriculture. Donc, simplement, ce que je peux présenter très rapidement, c'est que l'Académie d'agriculture, c'est un établissement qui est né au siècle des Lumières, qui a plus de 250 ans. Et oui, vous avez beaucoup d'ancienneté. Voilà. Ouais. Ouais, donc, c'est une très, très belle institution. Et qui est sous protection du président de la République, sous la présidence du ministère de l'Agriculture. Donc, on est vraiment reconnu dans toutes ces instances, bien sûr. Et cette académie, elle a inscrit dans ses publications une devise qui est une passion, connaître, une ambition, transmettre. Donc, nous sommes... Connaître et transmettre. Voilà. À ce titre, et parmi les nombreuses actions que l'Académie a dans son travail quotidien, une mission très particulière, une mission transgénérationnelle qui consiste à promouvoir les travaux de nos jeunes docteurs qui présentent un intérêt particulier pour le monde agricole ou pour le monde agroalimentaire. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est ainsi que l'Académie a pris l'initiative de publier sur son site, de manière très open, très ouverte, les analyses des thèses qui sont réalisées par des académiciennes et académiciens de l'Académie, bien sûr. Ces analyses, elles sont totalement ouvertes, publiques, et elles sont reprises par notre journal informatique, le mensuel, qui part sur 60 000 adresses régulièrement. Donc c'est une très grosse diffusion, une très grosse promotion de la recherche de nos jeunes en France. Alors ce processus permet la valorisation des résultats scientifiques des chercheurs, mais aussi ça met à disposition de l'Académie des travaux très novateurs qui permettent effectivement qu'il y ait un véritable transfert entre les jeunes et les anciens. Voilà. Alors ce processus nous amène à récompenser une thèse par an, une thèse chaque section. Il y a 10 sections à l'Académie qui travaillent sur l'alimentation, l'environnement, évidemment l'agriculture. Ces 10 sections, elles ont droit à une thèse par an. Donc on a 10 thèses par an qui sont attribuées à ces jeunes chercheurs, que l'on encourage et que l'on suit après. Et cette année, donc, j'ai sélectionné 2 jeunes docteurs maintenant, et qui avaient des sujets, qui ont eu des médailles en septembre dernier lors de la séance solennelle de l'Académie, et qui avaient un sujet qui pouvait correspondre au thème de l'année. Voilà. Et c'est quoi les critères de sélection pour récompenser? Alors, les critères de sélection, ils sont faits par chaque section à une grosse discussion pour une thèse, alors que j'ai annuellement une soixantaine de thèses, entre 60 et 70 thèses par an. Donc, chaque section a 6 ou 7 thèses à discuter. Et bon, voilà, c'est des discussions entre académiciens, donc c'est un petit peu dur, mais disons, c'est souvent en fonction de la qualité, puis effectivement de l'aisance du jeune à présenter ses travaux, et puis le projet suivant, parce qu'à chaque fois, on leur demande, dans leur dernière slide, de nous proposer où ils vont aller. Et là, toutes les 2, elles sont effectivement en piste, soit à l'INRA, soit dans d'autres instituts. Voilà. Et on va les rencontrer maintenant, si je... On va les rencontrer, bien. On va les inviter. Elles vont venir présenter leur thèse. Leur thèse en 180 secondes. 180 secondes. Alors, c'est pour dire que 3 à 4 ans de travail en 180 secondes, c'est un challenge que l'on demande d'un point de vue académique et de profondeur de la recherche, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exercice. Mais ça vaut la présentation grand public. Oui, ça vaut la présentation grand public.
Mais elles ont été très courageuses, elles viennent de province. Alors l'une est à Dijon, l'autre est à Grenoble. Elles sont venues pour vous. Voilà. Et ben, on est ravis de les accueillir. On va faire une par une. On va inviter sur scène ainsi Sandrine Alain, qui a fait une thèse intitulée Vers une gestion structurelle de l'eau dans un territoire agricole en tension, une démarche d'évaluation multicritères, multi-acteurs utilisant des simulations informatiques. On accueille avec grand plaisir Sandrine Alain. Merci de votre applaudissement. 180 secondes, j'ai envie de dire top chrono, mais bien sûr, si c'est 185, il n'y a pas de problème. Ça sera certainement un peu plus. Merci de m'accueillir. Donc, je suis actuellement chargée de recherche au laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne qui se situe donc à Grenoble. Mais là, je vais vous parler de ma thèse que j'ai effectuée il y a 1 an et demi maintenant, enfin que j'ai terminée il y a 1 an et demi et que j'avais réalisée à l'UMR Agir, donc qui était à Toulouse. Donc thèse qui portait sur la gestion de l'eau. Donc comme moi, vous connaissez certainement très bien la vieille histoire du cycle de l'eau. La goutte d'eau qui tombe du nuage, qui coule dans une rivière, rejoint ensuite un fleuve puis la mer. On peut cependant s'autoriser quelques actualisations, des cultures irriguées, des barrages, des centrales nucléaires, mais aussi des lois, des usagers, des gestionnaires. En fait, le cycle de l'eau est plus disputé qu'il n'y paraît. En coulisses, des négociations s'engagent sur la partition à faire jouer en priorité aux gouttes d'eau disponibles. Et la partie se corse en été, lorsque ces actrices tant demandées se font rares. Et c'est sur les coulisses de cette histoire que je me suis penchée dans ma thèse. Autrement dit, pas vraiment les gouttes d'eau, mais plutôt les hommes, avec leurs connaissances irréductiblement incomplètes et leurs valeurs et intérêts divergents. Pour briller aux yeux de mes pairs, PAIR, j'ai utilisé le jargon en vigueur et parlé de problème de choix social, quand il s'agit de faire émerger un choix collectif à partir de préférences individuelles, et de problème de durabilité, quand il s'agit de satisfaire à long terme et en face d'incertitudes fortes, des exigences écologiques, sociales et économiques. Pour un chercheur, c'est déjà une grosse partie du boulot que de bien poser les termes d'un problème. Alors pour la société, on parle plutôt des résultats, mais la façon dont on pose un problème conditionne tout le reste. Par exemple, mon histoire de gestion de l'eau, d'autres auraient pu en faire un problème technique. Concevoir le barrage le plus performant possible, au bon endroit, géré de façon optimale. Mais est-ce qu'un barrage, aussi magnifiquement conçu soit-il, est-il pour autant socialement acceptable? D'autres collègues auraient certainement résumé mon histoire en un calcul coût-bénéfice. On pose plusieurs options de gestion de l'eau, on mesure en euros tous leurs avantages, puis tous leurs inconvénients, on soustrait, et l'option qui a le meilleur résultat l'emporte. Pas sûr cependant que vous trouviez le choix très transparent ou très équitable, ou qu'il soit favorable aux générations futures, ou même qu'il ait un sens face au dérèglement climatique et à l'instabilité des marchés agricoles. Dans mon cas, j'ai donc pris le parti de considérer que le destin des gouttes d'eau est un enjeu de débat et d'apprentissage social. En conséquence, j'ai développé une méthode qui mêlait la modélisation informatique et la délibération, au sein de petits groupes d'acteurs d'abord, puis dans un collectif plus large. Ceci afin de comparer plusieurs scénarios types: abandonner l'irrigation sur certaines zones, irriguer plus précisément, créer de grandes retenues d'eau plutôt que plusieurs petites, diversifier les cultures. Au résultat, il n'y a pas de scénario qui soit terriblement efficace et qui remporte l'adhésion de tous sur tous les points. Honnêtement, on s'en doutait. Alors pourquoi faire 3 ans de thèse, faire plancher toute une équipe d'informaticiens et mobiliser une 60aine de personnes, des services de l'État, des associations de protection de la nature, chambres d'agriculture, instituts techniques, collectivités locales, et j'en passe. Peut-être que ça valait simplement le coup de les avoir tous réunis autour d'une table, échangeant sur le futur d'un territoire marqué par des crises récurrentes. Peut-être aussi que c'était utile de montrer que les modèles agricoles sont tout autant sujets à débat, voire même plus, que les questions hydrologiques quand on parle de gestion de l'eau. De même que de dire qu'il y a des économies d'eau en agriculture qui ne changent pas grand-chose au débit des rivières et qu'il importe de réfléchir à quel système de culture on modifie, où et comment. Enfin, peut-être que c'était une occasion, comme il se fait rare, pour faire émerger des propositions restant souvent hors des radars.
Pour conclure, je vois ce travail de thèse comme un moyen de remettre du social dans les histoires d'eau et d'agriculture. Pour filer ma métaphore, c'était un peu comme faire sortir des acteurs humains des coulisses et leur permettre d'énoncer sur scène, ouvertement, précisément, des valeurs, des projets et des dilemmes en vue d'infléchir l'acte suivant. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions et qui vous félicitons, Sandrine Alain. Merci beaucoup pour cette présentation de votre thèse. Restez avec nous, venez avec nous ici. On va accueillir votre collègue, mais vous avez vraiment illustré quelque chose qui est qu'on comprend beaucoup mieux quel type de culture et quelle taille de ferme et quel écosystème d'acteurs, parce que vous avez mentionné plein d'acteurs que vous avez mobilisés pour cette thèse, grâce au travail sur l'eau. Donc c'est une approche vraiment holistique que vous avez à l'agriculture finalement, et in fine, cette montée en généralité que vous avez pu faire grâce à cette thèse. Donc on vous félicite pour ça. Et on va accueillir votre collègue Lucille Muneret, qui a travaillé sur le déploiement de l'agriculture biologique à l'échelle du paysage, impact sur les communautés d'ennemis naturels et les services de régulation des bioagresseurs. Vous allez nous expliquer ça, Lucille Muneret. Merci à vous d'être là. 180 secondes aussi, top chrono. Bonjour, merci à l'Académie de m'avoir invité à présenter mes travaux. Donc, j'ai travaillé à l'UMR Santé Agroécologie du Vignoble pour préparer ma thèse, et maintenant je suis postdoctorante à l'INRA de Dijon. Alors, ma thèse s'intitule « Déploiement de l'agriculture biologique à l'échelle d'un paysage, impact sur la biodiversité et les services de régulation naturelle des bioagresseurs ». Alors, ce qu'on sait tout d'abord, c'est que l'agriculture biologique, en moyenne, tend à augmenter la biodiversité qu'on va retrouver dans les parcelles agricoles. Cependant, ce qu'on sait moins, c'est dans quelle mesure l'augmentation de cette biodiversité va se traduire en termes de services. Donc, les services peuvent être la régulation naturelle des ravageurs, par exemple la prédation d'organismes qui vont nuire à la culture par des auxiliaires. Donc, je me suis intéressée à ce service. Et la deuxième question qui est centrale dans ma thèse, c'est certes, on a une augmentation de la biodiversité dans une parcelle agricole, mais si on étend l'agriculture biologique à l'échelle d'un paysage, donc par exemple, ici à gauche, on est à 2% d'agriculture biologique au sein du cercle, et à droite, on est à 25%. Mais dans quelle mesure, si on augmente toute la surface en agriculture biologique, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, d'une part, on va réduire l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse qui sont aujourd'hui un levier important pour maîtriser les bioagresseurs. D'autre part, on va augmenter la biodiversité. Donc, quand on étend l'agriculture biologique, on va permettre à la biodiversité de remplacer l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. Et alors, donc on a fait des relevés sur les auxiliaires de culture avec des araignées, des fourmis, des coléoptères. On a mesuré les taux de suppression de certains bioagresseurs et on a fait des mesures de taux d'infestation directement dans les parcelles. Donc, on a fait tout ça dans un contexte viticole en région bordelaise. Et alors, les résultats qu'on observe, c'est que la biodiversité, quand elle s'étend à l'échelle d'un paysage, en fait, elle n'a pas une réponse unique sur la biodiversité fonctionnelle qui rend le service de régulation. Il y a des espèces qui vont être favorisées par l'expansion de l'agriculture biologique, mais d'autres, comme les opilions que vous voyez à droite, qui vont perdre à l'augmentation de l'agriculture biologique dans le paysage. En ce qui concerne le service de régulation, on avait des résultats qui étaient très homogènes pour le coup. Et quand on augmente l'agriculture biologique, on va avoir tendance à stimuler les services de prédation des bioagresseurs. Et donc, troisième résultat intéressant, c'est que l'agriculture biologique dans le paysage n'impactait jamais le niveau d'infestation par les bioagresseurs. Alors, en conclusion, l'agriculture biologique, l'augmentation de la proportion d'agriculture biologique dans le paysage n'augmente pas les niveaux d'infestation par les bioagresseurs quand on est dans une gamme de 25% de surface.
Elle va avoir tendance à stimuler les services de régulation naturelle des bioagresseurs, mais un point de vigilance, c'est que toutes les espèces ne vont pas bénéficier de l'expansion de l'agriculture biologique. Il y aura des gagnants et des perdants. Donc voilà, je vous remercie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Lucille. C'est fascinant parce que vous avez trouvé 40 000 anthropodes prédateurs. Comment vous avez fait ça? Alors, on a des méthodes de piégeage. En effet, on ne s'attendait pas à capturer autant d'insectes et d'arachnides, mais on met des pièges au sol et les individus qui circulent tombent dedans et on peut les récolter comme ça. Alors, l'usage de l'eau et l'usage des produits phytosanitaires, justement pour écarter les pestes ou les champignons ou les mauvaises herbes, comme on aime dire, c'est des débats qui sont extrêmement difficiles à mener aujourd'hui, qui créent beaucoup de tensions. J'ai un petit peu envie de leur dire, vous ne pouvez pas juste échanger un peu plus souvent avec des chercheurs qui analysent de manière extrêmement technique ces sujets-là. Vous êtes d'accord avec moi ou vous dites non, 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 ne vous embêtez pas, on fait de la recherche, nous, on ne veut pas être dans cette interface? Nous, on s'intéresse à des questions fondamentales et si ça peut aider à alimenter les discussions entre acteurs ou avec le débat public, bien sûr que tant mieux. En tout cas, je suis pour qu'on valorise la recherche de plus en plus dans ces débats-là. Est-ce que vous voulez dire un mot, Madame Attenberger, avant que on... Simplement dire qu'effectivement, l'Académie a pris cette option, une de ses options de travail, de valoriser les travaux des jeunes chercheurs parce qu'on a besoin de leur réflexion à la base et c'est indispensable. Ça permet de sortir par l'eau de nombreux débats, je pense. Si vous souhaitez poser des questions à nos deux jeunes docteurs, n'hésitez pas à leur poser des questions ici en marge du stand. Et je vous remercie très très vivement de votre présentation chacune. Merci Madame Attenberger. C'était ma thèse en 180 secondes ici au stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vive la recherche, vive la connaissance et la transmission. À très très bientôt ici au stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. À très bientôt. Et je vois qu'un stand s'est vidé, mais ça ne veut pas dire que dans 10 minutes, nous accueillons pas des personnes formidables qui sont des lycéens de Guadeloupe. Je répète, des lycéens de Guadeloupe, lycée agricole de Guadeloupe.